À la une de l'actualité, journée de l'excellence 2016, 74 prix décernés avec à la clé un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA chacun. Les lauréats ont été engagés à demeurer durablement des exemples dont la Côte d'Ivoire a besoin. Semaine nationale de la propreté lancée en début de semaine par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Lancement de l'opération également à San Pedro. La ville entend saisir l'occasion pour se donner un visage plus reluisant. 37 chefs d'État présents, 207 délégations et plus de 10 000 athlètes venus du monde entier. Un spectacle de près de 4 heures a donné le coup d'envoi des 31e Jeux olympiques à Rio de Janeiro au Brésil. Bienvenue dans le 13h, merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire célèbre l'excellence ce samedi 6 août, veille de la date anniversaire de l'indépendance du pays. 74 prix décernés pour cette journée nationale de l'excellence 2016. Les lauréats ont reçu, pour certains, des mains du chef de l'État, un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de nos francs. Et nous reviendrons tout à l'heure sur l'intervention du président lors de cette cérémonie. Les ambassadeurs des États-Unis et du Brésil sont en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus hier par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a également eu une rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le point avec Jérôme Kofi Abola. L'un des pays amis de la Côte d'Ivoire s'appelle l'Italie. En tant que tel, Rome compte intensifier davantage ses relations avec Yamoussoukro. C'est tout le sens des échanges ce vendredi au palais présidentiel entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie en visite en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a une période de stabilité et de croissance économique, ce qui lui donne un rôle toujours plus important dans la région. Et pour nous, c'est stratégique soit sur le plan économique que sur le plan politique. Sur le plan économique, parce que c'est une opportunité pour nos entreprises. Et nous avons une délégation aussi d'entrepreneurs qui sont venus ici, de participer à ce processus de croissance et d'avoir dans la Côte d'Ivoire un interlocuteur qui ouvre les portes pour un marché plus large dans la région. Sur le plan politique, nous avons un engagement commun contre la criminalité et contre le trafic irrégulier d'êtres humains. Également reçus ce vendredi par le président de la République Alassane Ouattara, les ambassadeurs brésiliens et des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ces diplomates en fin de mission sur le sol ivoirien sont allés dire au revoir au président de la République. Une occasion de plus pour eux de rappeler, tout en faisant le point de leurs activités en Côte d'Ivoire, les bonnes relations avec leurs pays respectifs. On a fait un peu les bilans des relations entre le Brésil et la Côte d'Ivoire parce que les jours s'approchent pour mon départ. Et on fait le constat que la coopération entre le Brésil et la Côte d'Ivoire connaît des perspectives très importantes. Il y a l'amitié ivoirienne-brésilienne a des racines très fortes qui remontent à votre indépendance. Au cours de ma mission en Côte d'Ivoire, on a vu des investissements du gouvernement des États-Unis, que ce soit dans le secteur de la santé, la justice, nos activités pour promouvoir la bonne gouvernance. Avec tous ces investissements, il s'agissait d'un accompagnement pour accompagner la Côte d'Ivoire à tourner la page de crise. C'était l'occasion pour moi de féliciter le président de la République pour tous les efforts qu'il a déployés pour renforcer les institutions, consolider la démocratie en Côte d'Ivoire et relancer l'économie. Leur mission prenant ainsi fin, l'ambassadeur des États-Unis et celui du Brésil vont donc quitter la Côte d'Ivoire après y avoir séjourné chacun pendant environ 4 années.
À Boaké, zone centre de la Côte d'Ivoire, les récentes manifestations contre le coût élevé des factures d'électricité ont entraîné le pillage et la destruction de plusieurs infrastructures de la ville. Les habitants de Boaké ont alors décidé d'initier une cérémonie de pardon à la République. Kader Sogodogo. 10h25, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, sont accueillis à l'aéroport de Boaké. Les deux personnalités viennent prendre part à la cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Une cérémonie qui se situe 2 semaines après les violentes scènes de chaos liées aux manifestations contre le coût élevé de l'électricité. Un détour pour constater l'ampleur des dégâts précède toute chose. La préfecture des régions, l'agence CIE de Dougouba, le conseil régional, le domicile du premier maire de Boaké, Feu Djibo Sonkalo, sont désormais des lieux sinistrés. Voici ce pourquoi Boaké demande pardon. À genoux, les députés Bema Fofana, Jean-Louis Abounois et tous les leaders de jeunesse demandent pardon avec la bénédiction des chefs traditionnels, de communautés et des religieux. Prenant la parole, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les jeunes de Boaké indexés dans les casses à se ressaisir et à emprunter la voie de l'émergence adressée par le chef de l'État. Chers jeunes, plus jamais ça. Le président vient d'engager des travaux importants pour le pays. Au niveau de Boaké, au mois de novembre, on va démarrer l'autoroute Yamoussoukro-Boaké. Aujourd'hui, tout le monde est témoin, il faut être de bonne foi. Même si chacun n'a pas encore ressenti à son niveau les bienfaits du travail du président Ouattara, tout le monde est unanime pour dire que nous sommes dans la bonne direction. Représentant le chef de l'État, le ministre chargé des Affaires présidentielles apprécie ce pardon qui permet à Boaké de se réconcilier avec lui-même. Le président de la République invite chacun et chacune de vous à renoncer à la violence sous toutes ses formes, à protéger les acquis, fruits de nos efforts collectifs. Je souhaite que cette cérémonie de pardon soit pour la population de Boaké le symbole d'un nouvel engagement, celui de renouer définitivement avec la non-violence. Les ministres Kandia Kamara et Paul Kofi Kofi ont pris part à la cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Ils sont également témoins de cette nouvelle page qui s'ouvre pour Boaké. Demain, dimanche 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre ses 56 années d'indépendance. Mais le 7 août n'est plus vécu avec le faste d'antan. Comment les populations perçoivent aujourd'hui cette date symbolique? Malika Koulibaly et Franck Wadio. 7 août, jour marquant la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques années encore, cette fête donnait lieu à des cérémonies festives et éclatées dans tout le pays. Une fête tournante que beaucoup disent regretter aujourd'hui. Ça pouvait permettre aux villes d'être plus évoluées, les bitumes, l'électricité, c'est bon. Et puis l'ambiance aussi, c'était très bonne. Tout se passe maintenant sur Abidjan. Conséquence, pour certains, le 7 août a perdu de son éclat. L'indépendance de la Côte d'Ivoire maintenant, c'est à peu près un peu caché. Parce qu'auparavant, on défilait dans les rues, on voyait la valeur de l'indépendance. Quand on était à l'école primaire, la fête de l'indépendance suscitait beaucoup d'engouement. On s'habillait, on faisait les défilés dans les écoles. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on ne voit plus trop ces engouements-là au niveau des écoles. C'est comme si ça n'intéressait pas trop la population. D'autres encore trouvent certaines explications. Le manque d'engouement autour de cette fête peut être justifié par la méconnaissance des valeurs de l'indépendance et de l'histoire coloniale par les jeunes générations. Aujourd'hui, les parents ne prennent plus trop la peine d'expliquer ce qu'on appelle les indépendances aux enfants. Donc c'est comme c'est une histoire qui est passée. Ceux qui l'ont vécu avant, ce sont eux qui en parlaient. Mais aujourd'hui, la jeune génération, la plupart des parents ne l'ont pas vécu. Mais le 7 août garde sa valeur symbolique. C'est une fête normalement que tous les Ivoiriens doivent s'approprier parce que c'est à partir de cette date mythique, le 7 août 1960, que la Côte d'Ivoire a eu sa première république. La Côte d'Ivoire a cette date à se libérer du joug colonial. Ce dimanche, elle fêtera son 56e anniversaire.
876 postes budgétaires sont ouverts à l'intention des étudiants de l'INSAC. Le concours de recrutement de ces étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle a été lancé. Les disciplines concernées pour ces futurs enseignants de collège et de lycée sont la musique, le théâtre et l'art plastique. Perpétue Pan et Armaniamia. 876 postes budgétaires pour les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. L'information est du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Les heureux bénéficiaires sont les futurs enseignants des disciplines de musique, de théâtre et d'art plastique qui seront affectés dans les lycées et collèges. C'est la première fois que des postes budgétaires sont obtenus en grand nombre. C'est pourquoi le ministre invite les étudiants à saisir cette occasion. Il était bon donc que nous venions annoncer ces nouvelles-là à nos futurs enseignants, à nos futurs fonctionnaires et leur dire que l'État de Côte d'Ivoire compte employer tous les jeunes qu'il forme et c'est pour cela que nous les invitons à la patience, à la tolérance et à abandonner les méthodes violentes de lutte et à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement. La nouvelle est bien accueillie par les étudiants. Ils ont donc pris l'engagement de redoubler d'efforts pour mériter encore la confiance du gouvernement tout en émettant des doléances. Je suis content des actions du ministre de la Culture et de la Francophonie qui ne cesse de penser à ses étudiants. Donc ce sont des actions salutaires. Nous avions voulu que dans ce programme d'insertion, n'est-ce pas, à force densité que le ministre a employé depuis des années maintenant, qu'il y insère également la corporation des étudiants de l'EFAC. Cette conférence de lancement des concours d'entrée à l'INSAC est la deuxième après celle de la session 2015 qui a enregistré l'ouverture de 600 postes. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle est une structure éducative. Cet établissement académique public est destiné à la formation des artistes et opérateurs du secteur des arts et de la culture en général. Le ministère chargé du budget vient de remettre 15 nouveaux véhicules de liaison à la Direction générale du budget et des finances. Des véhicules destinés à 15 contrôleurs financiers qui ont pour mission de veiller à la bonne exécution des dépenses publiques. Mahama Traoré et Sita Soro. La mutation actuelle de la gestion publique vers la performance et le résultat implique une redistribution des activités dévolues au contrôle financier. Pour ce faire, les contrôleurs financiers devront, outre leurs compétences professionnelles, bénéficier d'une logistique qui leur permette d'exercer leur mission sans entrave. C'est en réponse à un tel besoin que le ministère en charge du budget vient de doter 15 contrôleurs financiers de véhicules de liaison de type 4x4. Une réponse qui s'imposait vu l'importance stratégique du contrôle financier dans l'exécution du budget de l'État. Cette mission que nous savons assez difficile de s'assurer que les dotations budgétaires qui sont allouées à la mise en œuvre des différents programmes du gouvernement sont utilisées conformément aux objectifs qui sont recherchés et qui sous-tendent leur inscription dans le budget. Et au directeur de cabinet de lancer cet appel aux récipiendaires. Recevoir des moyens de mobilité et des moyens d'action supplémentaires suppose bien sûr que la hiérarchie attendra davantage en termes de résultats. C'est donc un appel additionnel à plus d'engagement. Cette dotation ne sera pas la dernière. Le ministère chargé du budget promet notamment de faire face au cas des 39 contrôleurs financiers encore sans moyens de mobilité. Le 13 mars dernier, un attentat a fait 19 morts dans la ville historique de Grand-Bassam. Hier 5 août, 2 militaires ivoiriens jugés coupables pour implication dans cette attaque. Le tribunal militaire d'Abidjan les a condamnés à 10 ans de prison ferme pour les infractions d'association de malfaiteurs et violation de consignes. Abou Sanego. Le verdict est tombé. 10 années de prison ferme pour les sous-officiers Brice Touré et Zoumana Zanga Koulibaly. Ainsi en a décidé le tribunal militaire d'Abidjan, qui les a déclarés coupables des faits d'association de malfaiteurs et de violation de consignes. Il leur est reproché d'avoir été en contact avec des personnes qui menaient des activités illicites en Côte d'Ivoire, notamment Hassan Bari, Dissam, ou encore Ange Bari Batesti, ex-conducteur de Hamza Jamal, impliqué dans l'attaque terroriste de Grand-Bassam.
Dans son réquisitoire, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessikwame, a évoqué une circonstance aggravante pour ces 2 militaires qui, bien que n'ayant pas pris part à l'attaque, n'ont rien fait pour l'empêcher en dénonçant ces suspects. Il a donc requis 10 années de détention ferme et 200 000 francs d'amende pour chacun des 2 militaires. Il sera suivi par le président du tribunal qui les a retenus dans les liens de la prévention. Malgré les plaidoiries des avocats de la défense qui ont soutenu que la responsabilité des prévenus n'est nullement engagée et que leur implication n'a pas été démontrée. Ils ne partagent donc pas la décision du tribunal. Les 2 militaires et leurs avocats ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. Nous allons vers la fin de la Semaine nationale de la propreté lancée en début de semaine par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. La ville de San Pedro entend saisir l'occasion pour se donner un visage plus reluisant. Éric Goré. Les autorités de la ville avec à leur tête le préfet de région en train de balayer les rues de la ville de San Pedro. La semaine de salubrité démarre ainsi à San Pedro. Par cet acte, les populations de la cité balnéaire sont invitées à s'approprier cette initiative du gouvernement. La ville de San Pedro, surtout le Grand Bardo, est très sale. Et si le ministre Annie Oloto a eu l'idée, vraiment, je leur dis merci. Je dis merci au gouvernement. Et vraiment, je suis tellement content. Afin de mener à bien l'opération de salubrité, du matériel de nettoyage des caniveaux des rues a été remis aux autorités de la ville de San Pedro. Pour le directeur des opérations de salubrité représentant le ministre Anne-Désiré Oloto, l'heure est venue pour que chacun redonne à sa commune un visage nouveau. L'insalubrité croît dans toutes nos villes. Malgré les gros efforts consentis par le gouvernement, il n'est pas possible de mettre derrière chaque citoyen un gendarme. Mais il est possible de transformer chaque citoyen en gendarme, en artisan de la propreté et de l'assainissement. Changer de comportement pour un environnement viable, c'est ce que le préfet de San Pedro recommande aux populations qui les exhortent à ne pas s'arrêter uniquement à cette semaine de salubrité pour une ville de San Pedro totalement assainie. 4e rendez-vous des Journées nationales des ressources humaines. Les professionnels et les universitaires se sont retrouvés à Yamoussoukro. La rencontre vise à créer une plateforme des gestionnaires de ressources humaines de Côte d'Ivoire pour une performance des entreprises. Kader Sogodogo. Ressources humaines, politiques, sociales et performance de l'entreprise. C'est le thème de la 4e journée nationale des ressources humaines à Yamoussoukro. Ces journées ont été initiées pour créer une plateforme d'échange et de collaboration annuelle entre tous les gestionnaires de ressources humaines de Côte d'Ivoire. Les ressources humaines, pilier central de l'entreprise, demeure au cœur de la recherche de cette performance. Sans hommes, il n'y a pas d'entreprise. Et ça se ressent bien chez nous, en cabinet, parce que c'est l'homme qui envoie le business. Pendant 2 jours, des sessions de formation seront au programme des travaux. Des experts apporteront leurs contributions. Cette tribune nous est offerte au cours de ces journées de réflexion pour nous pencher sur les interrogations que suscite cette problématique. Des regards plus avérés, à l'instar des professionnels et des experts ici présents, nous éclaireront davantage. Nos responsables nous demandent de leur rechercher et de leur trouver des talents. C'est quoi un talent? Comment je le définis? Comment je le reconnais? Comment je prends contact avec lui? Comment je l'attire dans mon entreprise? S'il y est, comment je le retiens? Sont présents à Yamoussoukro des gestionnaires des ressources humaines, des experts en la matière, des chefs d'entreprise et des universitaires. Cette 4e édition des Journées nationales des ressources humaines, qui se situe dans le cadre des Journées nationales des métiers, enregistre la présence de délégations venues du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et du Bénin. L'histoire du cacao, mécanisme de sécurisation du revenu de la retraite des exploitants agricoles en Côte d'Ivoire. C'est le titre du livre de Boloba Siloué. Il est conseiller au Conseil Café-Cacao. Par cet ouvrage, il aspire à la durabilité de la filière café-cacao. Noël Niagno. Quand vous parcourez les villages, vous voyez que la population âgée souffre véritablement. Et donc c'est cette misère qui m'a entraîné à écrire ce livre-là. L'histoire du cacao, mécanisme de sécurisation du revenu et de la retraite des exploitants agricoles. Son titre,
Une sorte de passage au scanner des différentes politiques agricoles des indépendances à aujourd'hui. Dans cet ouvrage de 200 pages, avec l'avènement de l'informatique, Silieu Boloba a découvert une opportunité à exploiter. Il s'agit d'un prélèvement automatique qui va être effectué sur tous les produits dans les secteurs organisés du monde agricole et qui sera donc réservé pour le paysan. Et ensuite, on lui reversera sous forme de pension lorsqu'il ne sera plus en mesure de pouvoir faire des efforts physiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le producteur de café cacao, même à la retraite, il continue toujours de payer. Ce qui est contraire aux fonctionnaires parce que le cacaoyer continue de produire. Composante essentielle de l'opérationnalisation du mécanisme, le recensement des producteurs. Cet outil-là a besoin d'un répertoire des producteurs pour pouvoir réaliser ce projet. Le bon monde présent à la dédicace de l'œuvre a salué sa pertinence pour son apport à la durabilité de la cacaoculture. Ça va dans la droite ligne de la réforme qui vise à l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. Donc, Massandje Ditse, directeur général du Conseil Café Cacao, a demandé séance tenante à l'auteur du livre, par ailleurs son conseiller technique, de se consacrer désormais à la faisabilité du mécanisme et à le rendre opérationnel. L'ONG Âme de Cœur offre des repas aux enfants de la sous-préfecture d'Alépé, à 45 km au nord-est d'Abidjan. Cette ONG, dirigée par l'artiste ivoirienne Doti Z, offre chaque année des milliers de repas aux enfants défavorisés. Thérèse Yoboué. L'opération repas gratuit de l'ONG Âme de Cœur de l'artiste Doti Z se poursuit. Après Gagnois, c'est la ville d'Alépé qui a accueilli l'artiste, où elle a fait encore parler son cœur en offrant 750 repas aux enfants de cette localité. Ces enfants issus de 7 villages de la commune ont bénéficié d'un repas et un dessert. Pour la présidente de l'ONG Âme de Cœur, il s'agit de permettre à ces enfants de bénéficier d'une journée récréative autour d'un repas, de rencontrer d'autres enfants, de jouer au maximum pour leur plein épanouissement. L'objectif de ces repas gratuits est également de permettre aux enfants de changer de cadre pour découvrir d'autres choses. La présidente de l'ONG Âme de Cœur a été félicitée pour son geste d'amour pour ses enfants. Créée en 2009, l'ONG Âme de Cœur a offert plus de 17 000 repas dans plusieurs quartiers d'Abidjan et localités de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui sont sans papier en Italie et dont les droits sont souvent violés. Pour leur venir en aide, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur est allé à la rencontre des organisations italiennes qui évoluent dans la migration clandestine. Hamza Diaby. Dans quelles conditions vivent les migrants ivoiriens en Italie? Leurs droits sont-ils respectés? Voilà les questions qui ont conduit le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur en Italie. Cette rencontre avec les organismes italiens œuvrant dans le domaine de la migration a eu pour cadre l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Objectif, s'imprégner des difficultés que rencontrent les migrants ivoiriens et s'assurer que leurs droits ne sont pas bafoués. Ces réunions permettent quand même de partager les expériences sur les questions migratoires et de voir quand même le point commun que nous avons, d'essayer de créer ensemble une dynamique qui va permettre qu'il y ait une meilleure collaboration dans le futur pour le bien des populations africaines ou ivoiriennes particulièrement installées ici. On a évoqué entre autres la perte de l'identité des migrants parce qu'il est important de toujours établir un contact avec le pays. Et la présence du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, qui par ailleurs a la responsabilité de prendre en charge les Ivoiriens ici même en Italie, a permis de trouver un système pour que ces migrants gardent toujours le contact avec la Côte d'Ivoire. L'immigration clandestine est l'entrée illégale d'une personne sur un territoire déterminé. En Côte d'Ivoire, ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui migrent clandestinement vers les pays européens, particulièrement en Italie, à la recherche d'une meilleure condition de vie. Si l'État de Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, multiplie des actions pour le respect des droits de tous les migrants ivoiriens dans les pays d'accueil, l'une de ses priorités reste la sensibilisation. Le message est clair, la meilleure façon d'entrer dans un pays autre que le sien, c'est de le faire de façon légale.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir, a subi un revers historique aux élections municipales. Il a été dévancé, notamment dans la capitale Pretoria, par le principal parti d'opposition, selon les résultats transmis par la commission électorale. Les élections municipales en Afrique du Sud livrent progressivement leur verdict. L'ANC au pouvoir depuis 2 décennies voit sa suprématie remise en cause. Le parti du président Jacob Zuma s'incline dans plusieurs grandes villes du pays comme Port Elizabeth. En 2011, l'ANC enregistrait 61% des suffrages. Le parti reste toujours dominant avec 54% des voix selon les résultats encore partiels. Des résultats qui confirment un certain mécontentement des électeurs pour la politique de gestion du pays par l'ANC. Les nombreux scandales financiers et la corruption seraient à la base de ce mécontentement des électeurs. L'ANC et l'Alliance démocratique sont en tête et restent au coude à coude dans plusieurs municipalités. Ni l'Alliance démocratique ni l'ANC n'ont obtenu la majorité absolue de 50%. Les deux partis vont donc devoir chercher du soutien et pourraient se tourner vers Julius Malema, l'opposant historique à l'ANC. Le parti EFF de Julius Malema s'impose comme la 3e force de ce scrutin et risque bien de se retrouver dans le rôle d'arbitre. Des résultats partiels qui confirment les sondages énoncés en faveur de l'opposition avant le dépouillement du scrutin. Un spectacle de près de 4 heures a donné le coup d'envoi des 31e Jeux olympiques à Rio de Janeiro au Brésil, avec une chorégraphie mettant en scène l'histoire tourmentée du pays et le traditionnel défilé de l'ensemble des 207 délégations. 37 chefs d'État ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Ce sont plus de 10 000 athlètes venus du monde qui vont compétir pendant les 15 prochains jours. De spectaculaires feux d'artifice, une grande fête colorée de près de 4 heures et des chants et des danses plutôt que du high-tech. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio la nuit dernière a donné le coup d'envoi officiel de ces 16 jours de compétition auxquels participeront 10 500 athlètes. Pelé ayant fait défection à cause de ses problèmes de santé, c'est l'ancien marathonien Vanderlei Cordeiro qui a été l'ultime relayeur de la flamme olympique, la portant jusqu'à la vasque du Maracana. Dans les rues de Rio, beaucoup ont voulu oublier la crise politique et économique profonde que traverse le Brésil, le temps de cette grande fête au rythme de la samba. C'est étonnant, vraiment j'adore être à Rio, j'aime le Brésil, s'extasie ce touriste américain. Il dégage une énergie incroyable. 500 000 visiteurs étrangers sont attendus et pour donner une dimension populaire à la sacro-sainte flamme, une seconde vasque olympique a été embrasée dans le quartier de la Candelaria à Rio. Et revenons pour finir sur l'actualité nationale qui est marquée par la célébration ce 6 août de la journée de l'excellence. 74 prix ont été décernés pour cette journée. Les lauréats ont reçu un diplôme, un chèque et un montant de 10 millions de francs CFA. Le président Alassane Ouattara les a félicités pour leur dévouement et leur exemplarité au quotidien. Il les a invités à rester des modèles pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est une tradition qui symbolise chaque année la rencontre de notre nation avec les plus méritants d'entre nous, issus de tous les secteurs d'activité. Je me réjouis de l'enthousiasme et de l'émulation suscitée par ce prix qui révèle chaque année après année les acteurs et les artisans qui participent efficacement à notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ces personnes reflètent bien les valeurs et les aspirations de l'Ivoirien nouveau. L'organisation de cette cérémonie de remise des prix d'excellence à la veille de la fête de l'indépendance n'est pas fortuite. Elle vise à nous réapproprier les valeurs et les idéaux, tels le travail, l'effort, le mérite, en un mot l'excellence, qui ont permis aux pères fondateurs de notre nation d'accélérer l'histoire de notre pays et de faire de la Côte d'Ivoire cette nation extraordinaire qui nous rassemble tous aujourd'hui. Voilà, le chef de l'État l'a dit. Comme chaque année, cette journée de l'excellence a été célébrée à la veille de la fête nationale.
Merci donc de rester avec nous sur RTI 1 et très bon week-end à tous.